Bonjour, toujours Pierre-Luc Poulin avec vous sur l'état de l'attention. L'état de l'attention, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne se serait peut-être pas parlé il y a 10 ou 15 ans, mais qui est en train de transformer complètement beaucoup de choses, notre société, entre autres. Mais on se parle de marketing web depuis le début, de médias sociaux, comment vous pouvez aller rejoindre les gens. C'est d'aller chercher leur attention. Je me sens déjà privilégié d'avoir attiré votre attention et que vous puissiez continuer à écouter les capsules. Peut-être que vous avez commencé avec celle-là, peut-être que vous avez fait toutes les capsules de façon parfaite, de la première à la dernière. Mais peu importe, je me trouve privilégié que vous soyez encore en train de m'écouter. Ça veut dire que j'ai fait un bon travail pour capter votre attention. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans le monde qu'on vit. Parce que, regardez bien celle-là statistique que j'ai trouvée sur un site de Microsoft, je crois. En l'an 2000, il avait été mesuré que le temps d'attention moyen d'un humain, c'était 12 secondes. Comment ils l'ont mesuré, je ne me souviens pas, mais c'était quelque chose d'assez statistique, là. Bien fondé quand même. Et le temps d'attention d'un humain en 2013, donc dans les récentes dernières années, c'est de 8 secondes. C'est quand même pas mal moins en pourcentage. Ça a l'air juste de 4 secondes, mais on a baissé drastiquement, presque de 30%. Alors que le temps d'attention, voilà, on dit qu'on a moins d'attention qu'un poisson rouge. Un temps d'attention d'un poisson rouge, c'est 9 secondes. Donc, on entend beaucoup parler aujourd'hui qu'il faut capter rapidement l'attention des gens, là, 4, 5, 6 secondes pour capter l'attention. Est-ce que c'est un défaut ou un moyen qu'on a de savoir peut-être plus rapidement ce qu'on veut pas? On a moins de temps à perdre. Tu sais, quand je vous parlais tantôt, dans l'autre capsule, qu'on a moins en moins de temps à perdre, on n'aime pas perdre notre temps. Donc, on peut le voir qu'on a moins d'attention. On peut le voir d'un côté peut-être positif, à savoir qu'on détecte plus rapidement ce qui ne nous tente pas et on tasse plus rapidement les choses qui ne nous intéressent pas. Donc, on peut le prendre de cette façon-là. Ça nous impacte, nous, comme individus, et ça impacte automatiquement ce qu'on va faire sur les médias sociaux pour aller attirer l'attention des gens. Statistique troublante, si rien n'occupe mon attention, la première chose que je fais est de prendre mon téléphone. Les 18 à 24 ans, 77,3 sur 4 vont aller vers leur téléphone s'il n'y a rien qui occupe leur attention. 65 ans et plus, sans surprise, 10%. Voilà, très très grosse différence. Je vais vérifier mon téléphone au moins à toutes les 30 minutes. 52% pour le 18-24, 6% sur les 5 ans et plus. La dernière chose que je fais avant d'aller me coucher est de vérifier mon téléphone, 73-18. J'utilise souvent un autre appareil lorsque je regarde la télévision, 79-42. Je regarde plus de télévision en direct, le catch-up stream, ça veut dire autrement dit, on écoute toutes les émissions d'une seule batch, autrement dit, 74 versus 13. Et je regarde souvent plusieurs épisodes d'affilée, on appelle ça le binge watching. On regarde plusieurs. Prenez Game of Thrones, Trône de Fer ou toutes les séries qui existent. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas pour vous, mais ça arrive qu'on écoute 2, 3, 4 épisodes en ligne versus 43% quand même sur les 5 ans et plus. Donc, c'est nos habitudes qui changent. C'est sûr que les plus jeunes versus les plus vieux, une très grosse différence, mais ça devient, je pense, intéressant de voir nos habitudes de vie. Des statistiques, on continue. Donc, 44% des gens doivent vraiment faire un effort de concentration afin de demeurer focus sur leurs tâches. Je lève la main, je parle des statistiques, j'en fais partie. J'ai changé, je me rends compte que je suis dans la technologie, je regarde, j'étudie, j'aime faire des vidéos et c'est un challenge pour moi à tous les jours de rester focus, de rester concentré sur mes tâches, sur ma création, sur les choses qui sont importantes parce que on devient plus facilement distrait. Et puis, je fais partie de ces statistiques-là, mais je me soigne. 45% se laissent distraire de ce qu'ils sont en train de faire par des pensées qui n'ont pas rapport, des rêves éveillés. 37% n'utilisent pas le temps de leur meilleure manière possible, ce qui leur occasionne de travailler plus tard les week-ends. C'est une étude qui avait été faite à travers le Canada par Microsoft au niveau de comment les gens se sentaient, comment les gens étaient au niveau de leur esprit mental. 54% des Canadiens disent que la technologie rend leur vie pire parfois. 51% pensent qu'il est important de prendre du temps pour se débrancher et 39% seulement prennent le temps de se déconnecter une fois par mois ou plus souvent. Encore une fois, je lève la main, c'est des choses que je vois qui m'arrivent. Je l'avais déjà dit, j'ai mon âge 55 ans, je ne pensais pas être pris avec ça, mais c'est super intéressant, c'est pas à cause que c'est, comment je dirais donc, c'est pas à cause que c'est mauvais, mais c'est super fascinant, on est super curieux, mais en même temps, ça nous distrait, donc ça nous amène des comportements différents
De mon côté, j'essaie de me corriger puis de devenir plus focus parce que mon travail, c'est de créer, c'est de faire la formation, faire de la création, de m'occuper de mes clients. Mais si on ne s'en rend pas trop compte, ça peut effectivement faire qu'on va avoir une vie qui va être moins productive. C'est quelque chose qui touche tout le monde, sans exception, qui sont aux prises aujourd'hui avec ce genre de, je dirais pas de problème, mais disons qu'on est rendu dans un monde différent qu'on l'était en l'an 2000 et en l'an 90 et ça change beaucoup de choses. Seth Godin, si vous ne le connaissez pas, malheureusement, il écrit, c'est un auteur en anglais, il écrit en anglais. Si vous êtes capable de lire bien l'anglais, je vous conseille sérieusement de lire soit ses livres, certains ont été traduits, ou d'aller voir son site, son blog est très facile à trouver. Seth Godin, vous le cherchez sur Google. C'est quelqu'un qui ça fait des années, fait peut-être 20-25 ans, qui est en avance sur son temps au niveau du marketing, au niveau de la pensée, au niveau de comment les consommateurs se comportent, puis comment les marketeurs doivent aller les chercher. Excusez-moi. Soyons clairs, il dit, votre attention, le temps dont vous disposez pour être attentif est devenu une denrée de plus en plus rare. Et comme dans toute économie de marché, la rareté fait grimper le prix parce qu'on a juste 24 heures dans une journée. Si on en dort 8, il en reste 16. Sur les 16, il y a du temps d'attention, on va être au niveau du travail. Fait que le temps qu'on a pour être attentif à une publicité, à un message marketing, à un message que vous voulez envoyer à vos clients, le temps est précieux. Donc, puis on se bat avec tout le monde en même temps. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir parler à vos prospects. Et il y a de plus en c'est rendu de plus en plus facile. On le sait, Internet, les médias sociaux, Facebook, ça coûte rien pour être là-dessus, mettre des vidéos, faire des messages. Mais la personne a juste 24 heures dans une journée, est obligée de choisir. Et pour réussir à avoir un message qui passe de nous à nos clients, il faut aller chercher l'attention. Et regardez bien le cercle que je trouve, il vient de Seth, mais je vous le partage. On va chercher l'attention. Après ça, il faut rapidement pouvoir créer ce qu'on appelle la considération, c'est-à-dire qu'on considère qui on est, on considère votre choix, on vous considère vous comme entrepreneur, comme travailleur autonome, comme conseiller. Après ça, parce qu'on vous a parlé, parce qu'on a vu qui vous étiez, parce qu'on vous a recherché peut-être sur LinkedIn, parce qu'on vous a parler au téléphone, on vous préfère. Après ça, on crée une action, c'est-à-dire qu'on devient client. La personne, votre client devient client avec vous, c'est l'action. Et ce qu'il faut absolument faire dans cette économie de l'attention-là, c'est aller chercher la loyauté en continuant la communication, en donnant un bon service, en rendant les gens fidèles. Comment on rend les gens fidèles? Bon, on leur pose des questions, on les sert, on les suit, on fait mieux que ce qu'ils espèrent. C'est un bon challenge. Mais c'est ça pareil. Et c'est plus facile normalement d'avoir l'attention d'un client que de quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc, on en est là. Et juste une preuve claire que c'est rendu très très cher l'attention. Vous avez entendu parler du Super Bowl puis des annonces au Super Bowl, comment ça coûte. Ça coûte des fortunes pour un 30 secondes. Pourquoi ça coûte si cher pour mettre un 30 secondes en ondes au Super Bowl? Parce que tout le monde a l'attention rivée sur la télévision à ce moment-là, pas 3 heures plus tard, pas 3 jours plus tard, mais à ce moment-là, parce qu'une game comme le Super Bowl, ça arrive une fois par année, c'est un événement sportif. On ne va pas l'écouter une demi-heure en retard parce qu'on va savoir c'est quoi le score, on va se le faire, puis ça va nous enlever l'émotion. Donc les annonceurs savent que les gens, qu'il y a peut-être 100 millions de personnes qui regardent, ils sont prêts à payer des fortunes pour avoir l'attention 30 secondes de ces 100 millions de personnes-là, et ça coûte c'est l'équivalent de 360 millions par heure. Si on calcule le prix aux 30 secondes, ça revient 3 millions du 30 secondes, 6 millions la minute. Ça devient, fois 60 minutes, ça devient à 360 millions de l'heure que les gens sont prêts à payer pour avoir l'attention. Donc, c'est rendu quelque chose qui est très difficile d'aller chercher. Et ce que ça nous amène, c'est un changement de paradigme aussi. On avait parlé des changements de paradigme dans la première capsule au niveau des grands changements. Mais Steph Godin, c'est le premier à avoir mentionné ce genre de choses-là, ce qu'on appelle le marketing par permission au lieu du marketing par interruption. Quand vous faites, anciennement, vous vous souvenez du télémarketing ou c'est du spam aujourd'hui, mais des courriels envoyés de façon massive, sans l'autorisation, c'est même rendu illégal. Vous envoyez des lettres à des gens dans les boîtes postales, c'est légal, mais ça coûte très cher et on a moins de réponses. Donc, le marketing par interruption, c'est on écoute la radio et on interrompt le programme pour nous passer la publicité. On écoute la télévision, on interrompt notre programme pour nous passer la publicité. En passant, on est rendu de plus en plus sensible à ça. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, on écoute la radio, oui, mais la musique, on l'écoute plus en direct avec des MP3, avec du streaming, avec des choses comme ça.
on est rendu qu'on a, on a plus de difficultés avec la publicité, mais on l'écoute moins. Mais ça, c'était la publicité qu'on appelle par interruption, où est-ce qu'on vient interrompre la tâche que vous êtes en train de faire présentement. Tandis que le marketing par permission, mais c'est la personne qui s'abonne à votre page Facebook. C'est la personne qui devient amie avec vous sur LinkedIn, amie, connaissance sur LinkedIn. C'est la personne qui va s'inscrire à votre infolette par courriel ou qui lève la main et dit, écoute, envoie-moi ta publicité de temps en temps, ça m'intéresse. Donc, la permission, c'est la personne qui va aller sur votre site, qui va aller vous lire. Elle vous donne la permission de lui envoyer des messages. Ça vaut de l'or, ces gens-là. Ça veut dire que ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous représentez, pour cette personne-là, c'est important. Moi, je suis abonné, par exemple, par courriel à des agences de voyage qui me donnent à tout bout de champ des différentes deals pour aller en voyage, peu importe où. Ça m'intéresse. Donc, je leur donne la permission de m'envoyer des courriels par rapport à des voyages, et puis je les ouvre, puis je les regarde, puis je choisis ou pas d'agir. Mais je leur donne la permission, versus l'interruption, où est-ce qu'on arrive avec ça? Concept. Un autre élément, Seth Godin, je vous dis, allez le lire si vous êtes capable. Un qui a été traduit, et il s'appelle Robert Cialdini. Son livre s'appelle Influence. Il a été traduit en français, j'ai mis la version, mais il était traduit en français. Et ce qui est très drôle, c'est que lui, il a fait un livre pour se prémunir contre l'influence, autrement dit. Un livre pour comment on fait pour nous influencer. En lisant ce livre-là, ben, on apprend comment influencer parce que c'est un livre pour se défendre contre les influences. Donc, automatiquement, pour les gens de marketing ou les gens de communication, ça devient un moyen de comment on va influencer. Donc, il amène différents principes. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je vous amène juste ça. Puis vous pourrez le retrouver sur YouTube. Vous pouvez aller chercher le livre. C'est une très bonne lecture pour approfondir chacun des principes. Et je vous les amène à vous comme ça. La réciprocité. C'est très fort sur le web, la réciprocité. C'est si vous voulez que quelqu'un vous donne son adresse courriel, si vous faites juste lui dire « Je vais t'envoyer une infolettre », vous n'aurez peut-être pas un gros taux de succès, très faible même. Mais si vous dites, si tu me donnes ton adresse courriel, je vais vous envoyer un livre blanc, un livre blanc, un document de 15, 20, 50 pages en PDF, dans lequel vous avez des conseils, dans lequel il va y avoir une liste de choses que la personne va être intéressée. Par exemple, on parlait d'agence de voyage, mais si c'est, je sais pas, mais les meilleures destinations, les meilleurs endroits, ou les 10 trucs, ou les 10 meilleurs restaurants, ou peu importe ce que ça peut être, et que ça aide la valeur, bien, la personne va donner, oui, je te donne mon courriel, envoie-moi tel élément. Donc, la réciprocité, ou exemple, des gens qui voudraient avoir un cours par vidéo, vous dites, écoute, moi, j'ai bâti un cours par vidéo de 1 heure, ça a une valeur de 40 mais si vous donnez votre courriel aujourd'hui par un temps limité, je vais vous envoyer ce cours par courriel-là. Donc, ça vaut la peine de donner le courriel pour avoir quelque chose en retour. Donc, c'est un principe d'influence qu'on appelle la réciprocité. La rareté, vous le subissez tous les jours, presque tous les semaines, c'est les spéciaux. On a un prix spécial, ça finit ce soir à 17h. C'est pour un temps limité, une quantité limitée. C'est juste pour peu de personnes. Des billets d'événements, on vous dit il reste juste quelques billets. Donc, le principe de la rareté fait qu'on va bouger, alors qu'on ne bougerait pas nécessairement, mais en sachant qu'il y a un temps limité, une quantité limitée, ça va nous faire bouger. C'est un principe. L'autorité, donc d'avoir une autorité, quelqu'un qui a écrit un livre, qui est sur scène, qui parle, qui est un spécialiste, qui est là dans son domaine depuis 10 ans ou 30 ans, puis qui est reconnu, il y a figure d'autorité. Et quand une autorité parle ou émet une opinion, les gens vont suivre l'autorité. L'autorité ultime, par exemple, dans la religion catholique, ça va être le pape. Quand on dit une parole de pape, bien, si le pape arrive et dit quelque chose, il y a une autorité, l'autorité papale, donc il va donner un discours. Si un président de compagnie, mettons, on va prendre l'exemple de Steve Jobs, j'adore les Macintosh puis les Apple, puis quand Steve disait quelque chose, bien, il y avait une forme d'autorité dans ce qu'il disait. Donc ça, c'est des grandes autorités, mais on peut avoir une autorité dans notre domaine à nous de façon très, très pointue. Donc de bâtir l'autorité, on peut aller réussir à influencer. Et quand on est auteur, quand on crée des choses, quand on a une certaine, des gens qui ont des accréditations, bien, ça amène une certaine autorité et ça aide à influencer. Et également quand on est les leaders dans le domaine. Aimer, le côté amour, le côté on aime une compagnie, on aime une personne, on aime... les gens vont aimer, exemple, Harley Davidson. Les gens vont aimer Apple ou Google. C'est parmi les compagnies les plus aimées. Donc, quand il y a de l'amour, c'est un drôle de nom, mais quand il y a un sentiment d'appartenance, on peut influencer. Quand les compagnies agissent de façon qu'elles sont aimées, il y a une influence dans cette façon-là. Fait que vous pouvez vous poser la question toujours pour vous, comment vous pouvez vous faire aimer dans vos gestes, dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, de vous communiquer. Et dernière preuve, dernier principe d'influence, c'est la preuve sociale.
C'est pour ça que Facebook et tout ça est devenu si fort, c'est que la preuve sociale, quand 10 000, 20 000 personnes, 100 000 personnes ont écouté une vidéo, 1 million de personnes ont écouté une vidéo ou font des thumbs up ou des thumbs down, quand les gens sont ensemble pour aller dans une vague, c'est quelque chose qui, nous, comme êtres humains, vient nous influencer parce qu'on est une gang, on est un peuple grégaire, on agit en gang, on s'est toujours soutenu par gang, les êtres humains. Et quand on voit tous des gens qui nous ressemblent dans notre même société, qui vont vers quelque chose, ben ça va nous influencer. On n'aime pas dire que ça nous fait influence, on veut toujours dire on pense par nous-mêmes, mais il y a quelque chose de spécial quand on voit que tout le monde achète ça, tout le monde fait ça, il y a un élément de mouvement. Il y en a d'autres, ça va être le contraire, ils disent tout le monde fait ça, je fais le contraire, mais ils sont influencés presque par le contraire, c'est-à-dire en ayant la preuve que tout le monde fait ça, ils vont aller dans l'autre direction, donc ça crée un contre-mouvement. Mais en général, c'est pas la majorité qui vont faire contre la majorité. La majorité fait ce que la majorité fait. Donc, preuve sociale. Intéressant à lire le livre Influence de Robert Cialdini. Et en terminant, je vous inviterai à faire un petit exercice sur comment vous, avec ce que je viens de vous mentionner là, vous le réécoutez tranquillement en pesant sur pause, comment est-ce que je peux augmenter mon influence et celle de mon entreprise sur le web avec les outils que vous avez, les moyens que vous avez, en considérant les préceptes que Robert Cialdini parle au niveau de l'influence. Réfléchissez à ça, sur comment sur chacun des points, vous pouvez comme twister ou améliorer votre message. Et puis, prenez des notes. Et puis, vous pouvez me les envoyer par courriel. On peut commencer une discussion. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis, si vous voulez aller plus avant là-dedans, on pourra travailler ensemble. Mais sinon, pensez au principe. Allez écouter Robert Cialdini. Allez lire son livre sur comment influencer. Mais on n'oublie pas, l'influence, on influence toujours des gens. Je vous influence un petit peu présentement de la façon de parler. C'est pas le principe d'influencer qui est mauvais en soi, c'est toujours la raison, qu'est-ce qui est en arrière, pourquoi je vais influencer. Et ça pourrait être l'objet d'une autre capsule sur le pourquoi, la motivation, mais disons qu'on le prend toujours de façon correcte, honnête, sincère, avec les meilleurs objectifs possibles. Merci, on se revoit dans la prochaine capsule.